Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Camille Modica, je suis la responsable communication à la clinique du Parc à Lyon. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous pour la présentation de ce nouveau webinaire autour du ligament croisé antérieur du genou, pour qui et pourquoi. Pour le présenter, nous avons donc deux intervenants, le docteur Rajon, médecin du sport, et le docteur Dingrado, chirurgien orthopédique, tous deux présents à la clinique du Parc Lyon et qui consultent également dans notre établissement. Ce soir, donc, une présentation autour de ce thème-là. J'en profite également pour vous présenter rapidement notre établissement. Donc, la clinique du Parc Lyon est une clinique qui se situe dans le 6e arrondissement de Lyon. Dans notre établissement, 5 pôles d'excellence: la chirurgie du rachis, la chirurgie esthétique, la chirurgie ophtalmo, la chirurgie digestive et bariatrique, et donc pour terminer, la chirurgie orthopédique, dans lequel s'inscrit cette série de webinaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et à très vite à la clinique du Parc. Merci. Bonjour et bienvenue à tous sur cette petite réunion sur les lésions des ligaments croisés antérieurs du genou. Alors, on va faire un premier chapitre qui est surtout de l'épidémiologie, puisque c'est une lésion qui est quand même extrêmement fréquente et génératrice de beaucoup de soins, d'un coût sociétal conséquent, on le verra, d'autant plus que ce sont des lésions quand même très fréquentes. Les chiffres en France, c'est 130 000 entorses du genou par an. Alors, 130 000 entorses du genou, ça ne veut pas dire rupture du ligament croisé antérieur, heureusement. Il y en a quand même, vous voyez, pas loin de 40 000 par an, dont 25 000 au ski. Les deux autres gros pourvoyeurs, ce sont des sports de combat comme le judo et le rugby. Et puis, il y a le foot, plus par le volume de ses pratiquants que par la traumatologie, le côté traumatique, on va dire, du foot en soi. Les femmes sont nettement plus à risque que les hommes, vous voyez, 3 fois et demi plus de femmes que d'hommes. Et la population concernée, la tranche d'âge concernée, c'est la tranche d'âge, on va dire, de la pratique sportive un peu intensive, entre 15 et 55 ans. Avant 15 ans, elles sont heureusement rares, mais malheureusement graves. Pourquoi? Parce que c'est difficilement réparable par la chirurgie à ce moment-là, du fait de la non-soudure des cartilages de croissance. Et il y a deux possibilités. Soit on les opère parce qu'il y a quand même une technique qu'on peut faire chez l'enfant, mais qui est très peu pratiquée. Nous, on a la chance à Lyon d'avoir le professeur Chotel qui l'a fait. Soit parce que ils ne sont pas opérés, justement. Mais dans les deux cas, c'est quand même grave, parce que même opérés, ce n'est pas des opérations qui donnent des résultats aussi bien que chez l'adulte. Et il y a une genèse de lésions méniscales éventuelles, voire de distension de l'ensemble des ligaments du genou, qui peut être très importante et à fortes conséquences à l'âge adulte. Chez les plus de 55 ans, la qualité osseuse baissant, c'est souvent plus une fracture, alors soit fracture des épines tibiales, qui vont souvent vers l'équivalent d'une rupture, ceci dit, du ligament croisé antérieur, et soit beaucoup plus embêtant, la fracture des plateaux tibiaux. C'est une fréquence qui est en nette augmentation en France. Ça, c'est dû essentiellement à la démocratisation des sports à risque, le kite, le VTT, le ski. Démocratisation au sens popularité et démocratisation financière pour ce qui concerne le ski, parce que même si ça reste coût certain de partir au ski, c'est devenu nettement plus accessible pour une grande part de la population. Il y a le fait également qu'on pratique à des âges bien plus avancés. Il n'est pas rare de voir maintenant des gens de 55, 60, 65 ans qui font encore du sport à très bon niveau et très engagés physiquement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Et puis, puisqu'on a vu que le ski était responsable d'une grande partie des ruptures, il y a les skis paraboliques. Alors, les skis paraboliques, c'est fantastique, ça tourne tout seul, on fait des beaux virages bien, bien jolis à voir, mais quand vous faites une erreur de quart, là aussi, le ski tourne très facilement, mais pas là où vous vouliez. Et puis, un petit avis personnel, je pense qu'on voit que les stations éliminent progressivement les gros champs de bosse et des choses comme ça, et du coup, on a des pistes où les gens skient très vite, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui skient très au-dessus de leur niveau, on va dire, gentiment. Il y a une étude très intéressante des Américains, et donc elle concerne les USA, mais on peut, je pense, la transposer à l'Europe et à la France par une règle de 3. Vous voyez, le coût, c'est 1 milliard de dollars annuels de rupture du ligament croisé antérieur. 40% uniquement pour le soin, et le reste, c'est de l'arrêt de travail ou de la réalité, donc c'est quand même un coût assez monstrueux, je trouve. Alors, on va revenir aux basiques sur le rôle des ligaments. Les ligaments, ils assurent la stabilité du genou, mais pas tout seuls. Ils sont associés avec les ménisques, également avec les muscles, quadriceps et ischio, qu'on peut considérer comme des ligaments actifs.
au niveau du pivot central, c'est-à-dire l'association ligament croisé antérieur et postérieur, c'est essentiellement le contrôle de ce mouvement de roulement-glissement du fémur sur le tibia, puisqu'on sait que quand on plie le tibia, s'il n'y avait pas ce glissement qui était associé, le fémur se retrouverait littéralement derrière le tibia en bout de course, et il y a cette espèce de mouvement de glissement qui fait que tous les deux os restent bien congrus. Le ligament croisé antérieur, lui, il assure surtout le contrôle de la subluxation antérieure du tibia. Alors cette subluxation, en fait, elle se fait en pivotant sur le compartiment médial, mais c'est le compartiment latéral qui se déplace, puisque le plateau tibial externe est convexe, d'avant en arrière, et c'est le ligament croisé antérieur qui contrôle ce mouvement. Il contrôle également l'hyperextension. Il faut savoir que le ligament croisé antérieur se rompt avec une force entre 500 et 700 Nm d'effort. On va le voir, ça a son importance dans la survenue des lésions. Les mécanismes, il y en a 4 essentiellement. Il y a le varus rotation interne, comme le footballeur sur le côté gauche, qui n'est pas la plus fréquente. Il y a également l'hyperextension, alors de deux façons, soit par le shoot dans le vide, ce qui est un classique, alors il faut un shoot violent certes, mais ça le fait, puis ça c'est le joueur bleu, et puis on peut imaginer aussi que si le joueur bleu retombe lui sur la jambe du joueur blanc, bah, c'est le joueur blanc qui risque de sentir passer et de faire cette rupture du ligament croisé antérieur. Le mécanisme le plus classique, c'est le valgus rotation externe. Alors, on le voit, bien sûr, on a parlé en ski du champ de l'erreur de quart, bah, c'est ce mécanisme-là. C'est un plaquage latéral au rugby, et c'est le changement d'appui simplement à la course. On voit des gens se rompre, et c'est même assez fréquent, sur un simple changement d'appui à la course. Bah, pourquoi? Parce qu'on a vu que ce ligament pouvait casser quand même une force qui correspond grosso modo, on peut la convertir en kilos, à 5, 600, 700 kilos. Or, il faut savoir que dans une course, sur un gros changement d'appui, selon le gabarit de la personne, on va exercer une force qui est, elle aussi, entre 500 kilos et une tonne. Ce qui veut dire qu'en fait, le ligament casserait presque à chaque coup. Et il tient parce que les muscles sont là, parce que les muscles se contractent et assurent une co-stabilité du genou. Et c'est pourquoi, soit à froid, soit au contraire un peu fatigué, épuisé, fin de match ou trop de match, on peut se rompre. Et surtout si on a une petite hyperlaxité naturelle, on peut se rompre le ligament croisé antérieur, finalement, entre guillemets, assez facilement. Le dernier mécanisme, c'est l'hyperflexion. Alors j'ai mis un footballeur, mais ce n'est pas forcément le meilleur exemple. En tout cas, dans la région, on voit surtout des skieurs. Hein. C'est un mécanisme en réception de saut. Alors il faut un saut haut et à grande vitesse. C'est plutôt des compétiteurs, mais on revient sur le mauvais contrôle de sa vitesse. Mais c'est un mécanisme qu'on voit quand même assez régulièrement, l'hyperflexion. Le diagnostic est finalement assez simple, il est essentiellement clinique, il se fait facilement, bien sûr, soit dans les premières heures qui suivent le traumatisme, soit à distance de l'accident. Pourquoi? Parce que rapidement, effectivement, l'œdème, l'hématome, la douleur s'installe, du coup entraîne une raideur réflexe, et comme l'essentiel de l'examen est basé sur la recherche d'un mouvement anormal d'un tiroir entre le fémur et le tibia, si les gens sont contractés, bien sûr, on ne peut pas le rechercher. On fait toujours un examen comparatif, de genou droit, genou gauche, puisqu'on peut avoir une laxité naturelle, et ce qu'on va rechercher, ce n'est pas tant le tiroir que ce qu'on appelle un arrêt dur ou un arrêt mou, c'est-à-dire de sentir la mise en tension de la structure ligamentaire. Et puis le plus important, c'est le ressaut rotatoire, c'est-à-dire ce fameux contrôle du glissement au niveau du compartiment externe qui est contrôlé par le croisé, et ça c'est pathognomique d'une lésion ou plutôt d'un ligament croisé non fonctionnel, et le terme est important parce qu'on peut avoir un ligament qui est présent mais non fonctionnel, on va le voir. Ce signe est vraiment pathognomique si on arrive à le retrouver d'une lésion du ligament croisé antérieur. Alors il y a justement deux cas de figure où le diagnostic est un peu plus compliqué. Il y a les ruptures interstitielles et ce qu'on appelle les mises en nourrice du LCA. Les ruptures interstitielles, c'est une rupture, c'est plutôt une distension, une dilacération du ligament croisé antérieur sans rupture. Mais la problématique, c'est que l'artère qui nourrit le ligament passe de bas en haut dans ce ligament, donc lors du traumatisme, cette artère elle va être également en souffrance. Et soit elle arrive à survivre et du coup, elle va continuer à nourrir le ligament croisé qui va cicatriser, soit ça ne va pas être le cas et finalement, le ligament va disparaître, il va nécroser et disparaître progressivement. C'est une rupture en deux temps, en quelque sorte. Donc du coup, dans ces cas de figure, on fait un traitement orthopédique et souvent on fait un nouveau contrôle clinique et IRM 3 à 4 mois après pour voir si ce ligament évolue vers une cicatrisation. L'autre cas de figure, c'est ce qu'on appelle la mise en nourrice.
Donc c'est une rupture vraie, haute du ligament croisé antérieur, lequel vient se recoller sur le ligament croisé postérieur qui va le nourrir, qui va reprendre justement cette vascularisation. Du coup, sur l'IRM, le ligament sera là, mais il ne sera pas tout à fait collé en haut au fémur. On aura un tiroir antérieur qui sera souvent pas énorme, voire même avec un arrêt dur, mais un petit peu retardé, mais par contre, souvent le ressaut reste présent. C'est souvent très bien toléré, mais par contre, comme ça sollicite énormément les ménisques qui vont compenser cette laxité modérée, on va dire, le tableau fréquent, c'est de voir des gens venir nous voir pour des lésions méniscales, et puis en fait, quand on fait un examen, puis quand on fait une IRM, on se rend compte qu'il y a une lésion ancienne du ligament croisé antérieur qui n'a pas forcément été diagnostiquée, et qui a fini par générer des lésions méniscales à moyen terme. Le diagnostic, on l'a dit, essentiellement clinique, mais on fait toujours, je dirais, une IRM pour deux raisons. D'abord, ça permet de faire le bilan de certitude et des lésions associées, et puis surtout, je dirais que la pression judiciaire fait que vous n'aurez pas un chirurgien maintenant qui accepte d'opérer quelqu'un s'il n'a pas une preuve noir sur blanc qu'il y a bien une lésion. C'est pas très médical, mais ça fait partie de la réalité du quotidien. Sur ces IRM, effectivement, on va voir les fibres tendues, vous voyez, de bas en haut et d'avant en arrière du ligament croisé sur l'image de gauche, bien noir, alors qu'à droite, on voit les deux petits moignons, un en bas sur le part du tibia et qui est couché, comme on dit, et un en haut qui reste tendu à son insertion au fémur. Dans le cas des ruptures interstitielles, c'est un petit peu plus compliqué. On voit une structure tendue de bas en haut, mais elle n'a pas ce côté noir. Alors, vous voyez, que ce soit la reconstruction à droite ou sur l'image de gauche, le tendon, le ligament patellaire, hein, puisque le tendon patellaire, ligament patellaire, ligament actif, ou le ligament croisé postérieur, bien noir, bien net, ça traduit une vascularisation de bonne qualité. Et le croisé, là, il n'est pas vascularisé correctement. Donc, à le recontrôler, voir s'il évolue vers une cicatrisation ou pas. On fait le bilan des lésions associées, on l'a dit, sur les ligaments collatéraux, sur les ménisques, bien sûr, sur ce qu'on appelle les points d'angle, c'est-à-dire l'ensemble capsulo-ligamentaire interne et externe, et enfin les contusions spongieuses majeures. Et dans ce bilan des lésions associées, ce sont surtout justement les lésions méniscales qui sont primordialement diagnostiquées parce que les nombreux symposiums qu'on a fait sur les lésions du croisé antérieur et sur les lésions méniscales dans le cadre des congrès de la Société française d'arthroscopie ont montré que clairement, les lésions méniscales sont le facteur de mauvais résultats à moyen et long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une lésion méniscale qui va nécessiter une résection a un futur en termes arthrosiques bien péjoré par rapport à quelqu'un qui n'a pas de lésion. C'est pour ça que la conclusion de ces symposiums, ça a toujours été de suturer les ménisques, suturer les ménisques, suturer. Les sutures ne sont pas parfaites, on a 15% d'échecs, mais il faut voir le verre plus qu'à moitié plein, il y a 85% de succès, et il faut essayer au maximum de suturer le ménisque, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence sur le moyen terme. Les contusions spongieuses majeures également, alors là il y a deux incidents, je dirais il y en a une à court terme, on voit régulièrement des lésions à peu près identiques au niveau du croisé, c'est-à-dire un croisé, mettons, isolé, et puis vous avez des gens qui en 8-10 jours marchent strictement normalement, et puis d'autres qui traînent pendant des semaines, voire plusieurs mois. Ce sont souvent l'association avec ces contusions spongieuses majeures. Alors ça, c'est à court terme, clairement, une grosse contusion fait que les gens récupèrent moins bien. Et puis à long terme, on s'est également rendu compte, sur les études qu'on a fait, qu'elles étaient quand même source ou du moins pronostic pour des lésions du cartilage à moyen ou long terme, c'est-à-dire de l'arthrose, que les gens qui avaient ces grosses contusions avaient beaucoup plus de risques de développer des lésions d'arthrose plus tard, même si les ménisques étaient concernés. On va terminer par une vidéo alors, qui est un petit peu old school, mais qui est très old school, vous le verrez, que j'adore parce qu'elle est géniale, elle permet de comprendre toute la physiopathologie des lésions du croisé antérieur. Elle a été faite par Jean-Claude Imbert, qui était mon associé quand je me suis installé, et puis qui est retraité, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans maintenant. Elle est assez géniale, vous verrez, parce qu'on comprend tout en 2 minutes. Donc, je vous laisse regarder maintenant cette vidéo. Cette maquette reproduit l'extrémité supérieure du tibia. Le plateau tibial interne en rouge est représenté par cette cupule concave. Le plateau tibial externe en blanc présente au contraire une surface convexe de profil. Voici maintenant la modélisation de l'extrémité inférieure du fémur avec ses deux condyles sphériques solidarisés par une barre transversale. Nous plaçons les deux ligaments croisés, postérieurs au niveau du condyle interne,
antérieur au niveau du condyle externe, qui contrôle, comme on peut le voir, le déplacement rotatoire au niveau du compartiment externe. Le ligament latéral externe, le ligament latéral interne, le fascia lata, assimilable à un ressort, vient s'insérer en avant du tibia. Voyons maintenant dans quelles conditions va pouvoir survenir le ressaut rotatoire. À la suite de la rupture du ligament croisé antérieur que nous symbolisons par ce geste, le condyle externe peut se luxer en arrière du plateau tibial, le genou étant en extension. Lorsque le genou se fléchit, le fascia lata inverse son action et projette violemment le condyle en avant, provoquant le phénomène du ressaut. Lors d'une action sportive, ce ressaut fait perdre tout contrôle à l'articulation et provoque l'entorse. D'autre part, la force développée au niveau du condyle externe se transmet au niveau du compartiment interne, provoquant sa subluxation suivie de la réduction simultanée des deux condyles. En présence du ménisque interne représenté en bleu, la butée du condyle externe entraîne la subluxation qui sollicite la corne postérieure du ménisque interne. Dans certains cas, cette corne postérieure peut être carrément surpassée par le condyle, qui la refoule en avant de lui lors de la réduction, créant ainsi la lésion méniscale. Le ménisque externe peut lui aussi être touché, mais sa lésion est moins fréquente en raison de sa plus grande mobilité qui lui permet de mieux accompagner les mouvements du condyle. La reproduction des entorses entraîne aussi des lésions cartilagineuses. Ici, le frottement du condyle abrase progressivement le rebord postérieur du plateau tibial, mais il peut s'user à son tour, entraînant une lésion en miroir. Les systèmes ligamentaires internes et ligamentaires externes sont sollicités à chaque nouveau ressaut et la répétition des entorses entraîne une distension progressive de l'ensemble du système périphérique. Bonjour, je suis le docteur Olivier Rajon, médecin et traumatologue du sport à la clinique du Parc. Je souhaitais aborder avec vous donc, le traitement chirurgical des lésions du ligament croisé antérieur. Tout d'abord, dans une première partie, nous aborderons l'intérêt et les objectifs de la rééducation préopératoire. Ensuite, dans une seconde partie, nous aborderons les critères de retour au sport après une ligamentoplastie de genou. Tout d'abord, sur l'intérêt et les objectifs de la rééducation préopératoire, quelques réflexions. Tout d'abord, tout doit être mis en œuvre pour que le patient se présente dans les meilleures conditions lors de l'intervention. Il n'y a pas d'opposition entre le traitement fonctionnel et le traitement chirurgical d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le traitement démarre par un traitement fonctionnel, puis une stabilisation chirurgicale est effectuée ou non dans les suites. La perte musculaire après une rupture du ligament croisé antérieur est non négligeable et d'installation rapide. On constate une inhibition réflexe de l'appareil extenseur et une surcompensation des ischio-jambiers. Enfin, comme vous l'a dit le docteur Dingrado, il n'y a pas d'avantage à opérer en urgence, sauf le cas particulier des lésions méniscales instables associées à la rupture du ligament croisé antérieur et des sportifs de haut niveau. Quels sont les objectifs de la rééducation préopératoire? Il faut que le patient verrouille le genou. Il faut que l'on ait une extension complète à 0 degré et qu'on ait une flexion d'au moins 90 degrés. La rééducation préopératoire se déroule sur environ 6 semaines. Son objectif est de minimiser les déficiences musculaires et proprioceptives post-opératoires. À cette phase, quelle est la place de l'isocinétisme? Les études ont montré que pour un même déficit préopératoire, on pouvait avoir un déficit de force musculaire différent à 4 mois et donc les résultats du test préopératoire ne conditionnent pas les résultats du test post-opératoire. Cependant,
Le bilan isocinétique en préopératoire garde des indications pour pointer les déficits importants, pour familiariser le patient pour une bonne reproductibilité des résultats et mettre en confiance pour la future rééducation. Bien, nous allons maintenant aborder donc le traitement chirurgical de ces lésions du ligament croisé antérieur du genou. Le traitement chirurgical, il faut savoir qu'il est toujours bien sûr précédé d'un traitement orthopédique. On n'opère pas en urgence et on dit même qu'on a des meilleurs résultats en différé 2 à 3 mois après l'accident, sauf bien sûr, alors il y a 2 cas de figure, sauf des lésions méniscales invalidantes, un genou bloqué, mais parfois on est amené à opérer d'abord le ménisque puis les ligaments croisés si la raideur est importante. Et puis à l'exception des sportifs de haut niveau, mais qu'on opère, je dirais, dans la foulée de leur traumatisme, parce qu'ils ont en général les circuits qui font qu'ils ont leur diagnostic, leur IRM et tout dans les 12 heures qui suivent le traumatisme, ce qui est quand même malheureusement pas à la portée du sportif moyen, si je puis dire. L'idée, si vous voulez, c'est que le traumatisme opératoire a tendance à s'ajouter au traumatisme initial, et on essaie de les séparer le plus possible parce qu'ils se cumulent, sauf justement si on ne laisse pas le temps au traumatisme initial de s'installer en soi et qu'on opère les gens dans les 24-48 heures qui suivent le traumatisme. Alors, il y a aussi un biais qui fait que ce sont des sportifs de haut niveau avec un mental qui fait qu'ils vont peut-être récupérer un peu mieux. C'est un traitement qui est lourd, il faut pas le négliger. C'est pas le geste chirurgical lui-même qui est lourd, c'est la longueur des suites et l'investissement de temps que ça demande. Le principe, il est simple, c'est de prendre autre chose ailleurs, comme on dit, on prend une greffe de tendon pour remplacer le fameux ligament croisé antérieur et rétablir la stabilité et l'isométrie du genou. C'est une chirurgie qui est en augmentation. On a vu que les ruptures étaient en augmentation, donc elle a forcément une augmentation de la chirurgie, mais elle augmente aussi parce que justement le geste en lui-même s'est nettement simplifié. Il se fait en ambulatoire dans quasi la totalité des cas, je dirais même, je n'ai pas souvenir, sauf pour des raisons de convenance personnelle, d'en faire en dehors de l'ambulatoire depuis des années. On l'a dit, la pratique sportive augmente, les sports extrêmes augmentent, donc ça c'est l'augmentation de la fréquence. Et puis il y a ce côté, l'exigence des patients maintenant qui veulent être comme avant, on ne peut pas dire à quelqu'un, je vais retomber sur toujours le chiffre des 50 ans, mais on ne peut pas dire à 50 ans, voilà, vous arrêtez le sport, c'est plus toléré, ça a pu être à une époque, ça ne l'est plus maintenant. Toutefois, justement, il ne faut pas banaliser cette prise en charge, elle reste lourde pour le patient et ce n'est pas un geste anodin. Il faut bien faire comprendre que cette prise en charge, la chirurgie, c'est qu'un acte préalable à vraiment une grosse rééducation, réadaptation sportive, et c'est le patient qui va la réaliser. Ça lui demande de la volonté, de l'investissement de temps, surtout dans les 3 premiers mois. Comme je leur dis souvent, le kinésithérapeute, c'est le berger qui va vous montrer le chemin, mais c'est à vous de grimper la colline. C'est pas lui qui va la grimper pour vous. Alors, les principes d'intervention sont simples, on l'a dit, c'est de reconstituer un nouveau ligament croisé antérieur avec quelque chose qui a la structure et les propriétés mécaniques les plus proches, c'est le tendon. C'est exactement les mêmes composants. Ça se fait sous arthroscopie. Alors ça, je pense que ça fait bien 15 ou 20 ans que tout le monde fait les ligaments croisés sous arthroscopie, on ne doit plus le voir autrement. Alors le greffon, il y a plusieurs choix. Il y a le Kenneth Jones qui a été le maître étalon, parce qu'on a commencé par ça, qui est une greffe os-tendon-os, au niveau du tendon rotulien. Il y a plus récemment, Jérémy Cognon nous en glissera un mot, je pense, le TQ, le tendon quadricipital, qui prend, lui, donc un peu d'os sur la rotule, mais qui remonte prendre du tendon quadricipital, non pas le tendon rotulien. Et puis l'autre grand classique qui a pris le pas maintenant sur le KJ, le Kenneth Jones, c'est les ischio-jambiers, donc soit isolé avec le demi-tendineux compris en 4, donc on appelle ça DT4, soit plus classiquement couplé avec le semi-tendineux et le droit interne de gracilis, le DI-DT. Enfin, on va citer le fascialata. Le fascialata, il est utilisé comme plastie à Strasbourg historiquement, et je crois qu'il continue un petit peu à en faire, mais il est surtout utilisé pour l'intervention de Lemaire, soit avec le fascialata, soit avec le gracilis, on verra, rarement de façon isolée, mais très souvent couplé à une plastie classique. Donc, j'ai mis exemple DT4 plus DI parce que c'est ce que je fais. Donc, on refait le croisé antérieur avec un demi-tendineux et on fait un retour externe, un renfort externe avec le droit interne. Mais ça peut être fait, bien sûr, KJ ou TQ plus DI ou au fascialata.
Le Lemaire, justement, le principe, c'est la première intervention qui a été inventée en fait par M. Lemaire pour essayer de corriger les instabilités du genou avant qu'on ait l'idée ou qu'on ait les moyens techniques de refaire vraiment le ligament croisé antérieur. On prenait une partie du fascia lata et on a essayé de reconstituer un nouveau ligament qui a la même orientation que le ligament croisé antérieur, mais qui est en dehors d'articulation. Et c'est vrai que ça supprime une partie de l'instabilité, notamment la sensation de ressaut. Ça contrôle ce fameux ressaut et donc l'instabilité dite subjective. Ça se faisait par contre à ciel ouvert. Maintenant, on arrive à le faire notamment avec le bracelet justement en percutané. Mais par contre, son indication à titre isolé, elle est rarissime et il est fait pratiquement toujours en association avec une plastie intra-articulaire en renfort. C'est pas efficace sur le sportif isolément, donc on l'associe comme renfort. Alors, les trois classiques, je dirais, c'est l'hyperlaxité, mais ça veut dire quasiment toutes les jeunes femmes de moins de 20 ans qui se cassent les ligaments croisés antérieurs. C'est les ruptures anciennes de plus de 1 à 2 ans, et c'est toutes les reprises, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà eu une ligamentoplastie à qui on fait, parce qu'il s'est rompu une deuxième ligamentoplastie. Moi, j'y mets également, bien sûr, les sports pro, les sports à risque, type rugby, judo, et puis les patients costauds au sens lourd, ce qui veut dire parfois simplement lourd, parfois très musclé. C'est vrai que autant les anciennes techniques à ciel ouvert étaient très agressives et clairement péjorer la récupération derrière, autant maintenant qu'on fait ça en percutané, c'est exactement les mêmes suites et ça ne change rien à la rééducation ni à la récupération, donc j'ai le geste plus facile qu'avant. Le Kenneth Jones, alors vous voyez, on part en 2 petites baguettes d'os en continuité avec le tendon rotulien qui va venir se greffer. J'ai pas de schéma pour le TQ, mais le TQ, vous imaginez, on prend la petite baguette d'os sur la rotule et on remonte sur le tendon quadricipitaire. Le KJ, on va parler que de lui pour l'instant. L'avantage, c'est qu'on a une isométrie, c'est-à-dire la tension du nouveau ligament qui est simple à régler puisqu'il n'y a qu'un seul faisceau de fibres. C'est un transport qui est très rigide, les fibres du ligament pataire sont très rigides et puis c'est un greffon qui va tout de suite très bien tenir puisqu'on va accrocher de l'os dans de l'os, donc c'est facile. Ça a des inconvénients, c'est qu'on touche à l'appareil extenseur, donc la récupération du verrouillage du quadriceps, qui fait en gros, permet de lâcher les cannes, est beaucoup plus long en général. Il y a été décrit des douleurs sur le site de prélèvement osseux, alors, parfois au contact, mais surtout quand on s'agenouille, bien sûr. Et puis chez les femmes, notamment, qui sont plus sujettes au syndrome rotulien, c'est un petit peu plus générateur de syndrome rotulien, justement. Les ischio-jambiers au sens large, des IDT, des T4, ça se prélève donc à la face interne du genou. Il n'y a pas de baguette osseuse, du coup, ce sont ces longues cordes tendineuses qu'on va préparer et replier en 4 brins, en général 3 ou 4 brins, pour former quelque chose de plus court, de plus costaud. Par contre, du coup, on va les fixer différemment, puisqu'on va fixer du tendon dans de l'os, et on va les fixer. Il y a pas mal de systèmes qui existent. Là, vous voyez, sur un exemple, on a mis ce qu'on appelle des boutons fémoro-tibiaux. Ce sont des petites ancres, on va dire, en surface de l'os, qui viennent accrocher cette plastique. L'avantage, c'est qu'on a dit on n'a pas de prélèvement osseux, on n'a pas touché à l'appareil extenseur, donc on a une récupération souvent un peu plus rapide en termes de verrouillage, donc de sevrage des cannes, donc de reprise de la marche. C'est un greffon, alors ça c'est technique qui est plus facile à passer parce que c'est un greffon qui est toujours souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les baguettes osseuses qui sont rigides, donc c'est plus facile à passer dans les tunnels, ce qui peut permettre de réduire le temps d'intervention, ce qui est toujours utile en termes d'infection ou de temps de garrot. Alors très honnêtement, un opérateur très entraîné, l'un comme l'autre, ça ne fera pas de différence. Il y a des inconvénients, bien sûr. L'isométrie est plus difficile à régler, c'est-à-dire qu'il faut que les 4 brins soient bien tendus tous de la même façon, sinon ils ne vont pas fonctionner ensemble. Bon, il y a des artifices techniques pour le faire, hein, ce n'est pas un problème, mais il faut y être très attentif. On sait que c'est un greffon qui peut avoir tendance à se détendre légèrement, il est moins rigide que le Kenneth Jones, donc ça, il faut l'intégrer initialement. Alors, justement parce qu'il y a un ancrage dans l'os qui est un petit peu moins de bonne qualité que le Kenneth Jones initialement. C'est pour ça qu'on fait une kiné un petit peu plus douce initialement. Et puis, alors ça c'est très théorique, on n'a pas montré cliniquement une vraie influence, mais en théorie, ça vous attaquez à 1 ou 2 tendons qui interviennent même dans la stabilité du genou. Ça n'a pas été démontré sur le terrain, mais sur le papier, c'est pas idéal. Les suites des ligaments croisés, je dirais, au sens large, elles sont à peu près semblables, hein, quel que soit le greffon choisi. C'est une chirurgie, on a dit, qui se fait en ambulatoire dans plus que la majorité des cas. L'appui est immédiat, ce n'est pas une fracture, je dis toujours aux gens, il ne faut pas avoir peur d'appuyer.
sauf des cas particuliers, je ne sais pas, d'une structure médicale vraiment fragile ou des choses comme ça, mais l'idée c'est que les cannes sont là à visée antalgique et c'est aux gens, moi je dis toujours aux patients, lâchez les cannes quand vous le voulez, maintenant il vaut mieux les garder un peu plus et avoir une belle marche que de boiter comme un malheureux et de lâcher tout. La rééducation, alors elle se fait soit immédiate, soit en différé d'un mois, avec dans le premier mois un intervalle d'auto-rééducation. L'idée étant, si on peut dire, de laisser le patient apprivoiser son genou et de ne pas tout de suite lui rentrer dedans avec une kiné intensive, ce qui permet souvent paradoxalement d'avoir une kiné beaucoup plus rapide ensuite. Le quotidien, la reprise se fait entre 1 et 2 mois, c'est la reprise de la conduite, du travail, des choses comme ça. Ensuite, on essaie de leur faire reprendre le vélo et la natation et tout ce qui est appareil de muscu à partir de 1 mois, 1 mois et demi. La course, pas avant 3 mois, 3 mois et demi. Et puis le sport, c'est à 9 mois. En fait, c'est 6 mois reprise progressive pour arriver à la compétition au 9e mois. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, d'une plastie, on va dire simple, sans lésion majeure associée. Les plasties, elles ont leurs complications. Alors, il y a des hématomes, éventuellement. Ce n'est pas immédiat, c'est souvent différé de quelques jours. Le plus souvent, c'est une petite semaine après. C'est un peu plus fréquent, à mon sens, justement dans les ischio-jambiers. Cet hématome, il se fait sur le site de prélèvement. Le KGU a le désavantage, si je puis dire, de fragiliser un petit peu la rotule lors du prélèvement. Donc, il faut être vigilant. On peut faire des petites fissures rotuliennes qui agissent comme TQ, j'imagine. À distance, on retrouve les mêmes complications pour toutes les plasties. L'algodystrophie qui n'est pas spécifique, mais qu'on voit malheureusement de temps en temps. Le syndrome du cyclope, on va y revenir, qui est spécifique à ces plasties articulaires, qu'on devrait appeler une arthrofibrose antérieure. Et enfin, la raideur en flexion en extension. Alors, le cyclope, c'est un peu bizarre, c'est une formation d'une fibreuse qui se développe en avant du ligament croisé antérieur. Souvent, ce sont des tableaux de gens qui ont bien récupéré du flessum initial, c'est-à-dire du manque d'extension initiale qui est normal juste après l'opération, et qui, vers 3 mois, 3 mois et demi, redéveloppent une impossibilité ou une douleur, du moins, à l'extension complète. Cette formation, ça reste un peu mystérieux. On a pensé souvent qu'on nettoyait mal le genou, parce qu'en fait, on enlève souvent une partie du ligament croisé, voire tout, selon la taille de la greffe qu'on a, et on s'est dit peut-être qu'on ne nettoie pas assez, mais on a des tas de vidéos où tout est enregistré, où le nettoyage est parfait, où les gens développent quand même des syndromes de cyclope derrière. On pense plus à un peu le même mécanisme que ce qu'on appelle les cicatrices kéloïdes sur la peau. C'est une espèce de cicatrisation hypertrophique en avant du ligament croisé antérieur. Dans ce cas-là, en général, on fait souvent une infiltration corticoïde qui réduit l'inflammation et la fibrose, et puis une kiné pour travailler cette extension. Mais si ça ne suffit pas, et malheureusement c'est plus fréquent, c'est-à-dire que c'est dans 7 cas sur 10, ça ne suffit pas, il faut y retourner. Comme on dit l'expression, il faut refaire une petite arthroscopie avec résection de cette fibrose antérieure. Ce qui n'est pas très lourd sur le schéma global des 6 mois avant la reprise sportive, mais qui est souvent mal vécu par le patient parce que c'est vers 3 mois, 3 mois et demi, c'est le moment où ils vont reprendre la course à pied, puis on leur dit vous n'allez pas reprendre la course à pied, vous allez retourner au bloc opératoire. En général, ils ne sont pas très heureux, même si finalement, ce n'est pas tellement à conséquence si c'est diagnostiqué à temps et pris en charge à temps. Sur cette IRM, on voit le transplant bien noir, bien net, et puis une espèce de magma un peu noir en avant, fibreux, c'est ça, c'est cette espèce de fibrose en avant du pied du ligament croisé antérieur, et qui vient en fait gêner l'espace en extension, qui vient empêcher les tendons de tuer mal. La raideur, alors elle est moins spécifique, les motifs ils sont multiples. C'est là où on retombe sur l'investissement personnel, la motivation, c'est la rééducation, voire même l'auto-rééducation, elle est importante. Il faut vraiment bien le faire comprendre avant aux patients, parce que beaucoup ont l'impression qu'ils vont aller chez le kiné, que le kiné va poser les mains sur le genou et que ça va les rééduquer. Il y a vraiment, j'ai dit la phrase tout à l'heure, mais c'est ça, c'est le kinésithérapeute, c'est le berger qui monte le chemin, mais c'est au patient de grimper la côte, hein, il faut de la motivation. Le problème des AT, alors c'est pas politiquement correct, mais clairement, ça a été montré dans toutes les séries, les personnes en accident de travail récupèrent moins bien que les personnes qui ne sont pas en accident de travail, c'est comme ça fait pas plaisir, c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Les cyclopes, on l'a dit, ou les erreurs techniques, s'ils sont pas, c'est source de raideur quand même, si c'est pas diagnostiqué à temps. Les erreurs techniques, oui, si on positionne mal le greffon, bien sûr, ça peut générer une raideur. Il faut savoir qu'il peut y avoir une gêne à l'accroupissement qui est presque normale dans les 6 mois ou l'année qui suit l'intervention. Ça, je dirais, ça doit se récupérer. Alors, ça se récupère très bien à 20 ans, moins bien à 50 ans, et souvent, plus les gens sont âgés, plus ils disent « je garde une petite gêne ». Ça ne les empêche pas de faire, mais ils sentent une petite gêne en flexion maximum, en accroupissement.
Cette raideur, elle demande, on l'a dit, une rééducation souvent plus sérieuse, voire des fois en centre de rééducation, ce qui n'est pas simple parce qu'il faut savoir que les centres de rééducation ne sont plus pris en charge par la Sécu, sauf professionnels du sport. Alors, ils n'ont pas d'intérêt dans une ligamentoplastie classique, hein, il n'y a aucun intérêt en centre de rééducation, mais parfois, sur des gens qui justement qui ne sont pas assez sérieux ou pas assez motivés, c'est une des solutions. Il faut une entente préalable avec la Sécu, mais ça se fait. Parfois, on est amené à faire, si la raideur dépasse 3 mois, une mobilisation sous anesthésie générale. Et puis là, on reprend bien sûr la clinique tout de suite. Et enfin, il y a le cas où, soit parce qu'il y a un cyclope, soit parce que vraiment la raideur s'est installée de façon trop importante et qu'on a dépassé le délai, on est obligé de faire ce qu'on appelle une arthrolyse, c'est une libération de l'articulation sous arthroscopie, ce qui est toujours plus agressif et va faire là pour le coup reculer beaucoup plus le patient dans sa rééducation. Les résultats, quand même, sont bons. C'est ça qu'il faut retenir. On a, vous voyez, 90% de bons à très bons résultats, que ce soit objectif ou subjectif. Maintenant, tous mes patients sont scorés avec un score dit objectif, c'est-à-dire des chiffres précis sur la tension ligamentaire sur les muscles, soit subjectif, c'est-à-dire sur le ressenti. Et surtout, on a vu dans de nombreuses études que le risque de réintervention pour les lésions méniscales, il est élevé chez les patients opérés, 15%, mais il est nettement moindre que sur les patients non opérés, où il atteint 35%. Les échecs, c'est compliqué. Les échecs, ça peut être, oui, ça peut être mal opéré, il faut le dire. On en voit malheureusement avec des tunnels mal positionnés. C'est souvent des désobéissances, j'aime pas ce terme, mais c'est des patients qui ne suivent pas les consignes, tout simplement, parce que le paradoxe, c'est souvent à 3 mois, on va bien, et un gamin de 17 ans, lui dire tu peux juste courir, on n'est pas changé. C'est compliqué à gérer, parfois il se laisse griser un peu et il fait des bêtises. Et puis il y a sûrement, des facteurs biologiques, alors ça on les a pas. On n'a pas de preuves, si on peut dire, mais on voit clairement des gens où vous faites une plastie magnifique, elle est parfaitement positionnée, elle est parfaitement tendue, et puis vous la voyez progressivement se détendre, quoi que vous fassiez, et on a vu des cas où on les reprenait, on les réopérait parce que la plastie était plus efficace, et on avait le même scénario en changeant de nature de greffe, qui se reproduisait derrière. Donc là, il y a sûrement une qualité de collagène, il y a sûrement des traits génétiques à ça. Quoi qu'il en soit, cette prise en charge, elle s'est quand même nettement démocratisée de par le fait que ça se fasse en ambulatoire, que nos techniques sont beaucoup moins invasives. C'est surtout ça, on fait tout un tas de choses autour, en gestion de la douleur, en gestion du saignement, qui fait que ça n'est plus aussi lourd quand même que ça l'était à une époque. C'est-à-dire qu'à une époque, je parle d'il y a 20-30 ans, on n'opérait que les sportifs jeunes et de haut niveau. Ça a plus lieu d'être. Je pense que pour moi, l'âge, on en discutera, mais l'âge n'est pas une limite. C'est plus le terrain, la volonté, l'ambition du patient, on va dire sur le plan sportif, la volonté qu'il peut y mettre pour se rééduquer, qui doivent primer. Comme j'ai toujours, un couvreur qui travaille à son compte sur un toit, il ne peut pas se permettre d'avoir un genou qui saute, et s'il est un peu instable, même à 60 ans, il vaut mieux l'opérer. Le centre de rééducation, je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui revient souvent, n'est pas nécessaire. D'une part, ce n'est pas nécessaire, et d'autre part, de toute façon, ça n'est plus pris en charge par la Sécu, sauf pour les hôpitaux, miraculeusement, mais pour les cliniques, ce n'est pas pris en charge par la Sécu, et franchement, ça n'a pas un grand intérêt, sauf des cas bien particuliers. Alors, il faut juste garder à l'esprit, oui, ça reste une prise en charge quand même lourde, mais surtout dans les suites qu'elle génère, surtout en termes d'investissement et d'énergie pour le patient. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les critères de retour au sport après une ligamentoplastie de genou. Tout d'abord, quels sont les facteurs à prendre en compte pour la reprise du sport? Tout d'abord, le type de greffe, son intégration, la ligamentisation, les lésions associées à l'atteinte du pivot central, notamment les lésions méniscales, la clinique, avec l'absence de douleur, l'absence d'épanchement intra-articulaire, la récupération de la force musculaire et enfin, des facteurs psychologiques. Quels sont les facteurs de risque de rupture de la ligamentoplastie? Le jeune âge est un facteur de risque de rupture. Le sexe féminin, J'ajouterai également un ratio ischio-jambier quadriceps abaissé lors de l'évaluation isocinétique. Nous allons donc détailler les critères de retour au sport. D'abord,
au cours de l'anamnèse, ensuite lors de l'examen clinique. Nous nous attarderons à la mesure de la laxité résiduelle, ensuite la mesure de la force, puis l'évaluation du contrôle musculaire et enfin une évaluation psychologique. Tout d'abord, lors de l'anamnèse, nous nous assurerons de l'absence de douleur, de l'absence d'œdème et de l'absence d'instabilité ressentie par le patient au cours de ses activités. Ensuite, lors de l'examen clinique, nous vérifierons que le patient a bien récupéré les amplitudes articulaires actives et passives en flexion et en extension. Nous mesurerons le périmètre de cuisse afin de rechercher une amyotrophie. Notez qu'en cas de différence de tour de cuisse de plus de 2 cm, la perte de force musculaire est fréquente, souvent majeure, peut alors se poser l'intérêt du bilan isocinétique. Ensuite, nous évaluerons le pivot central avec la qualité de l'arrêt au test de Lachman et la recherche d'un ressaut rotatoire. Dans un troisième temps, nous mesurons la laxité de genou. Nous effectuons cette mesure à l'aide du dispositif GenoRob. Comme vous le voyez sur cette diapositive, le membre inférieur donc, est placé dans la machine. Le genou est sanglé. Un capteur est mis en place en regard de la tubérosité tibiale antérieure. Nous mesurons la translation tibiale antérieure, d'abord sur la jambe saine, ensuite sur la jambe opérée. Nous obtenons donc 2 courbes, une pour la jambe saine, une pour la jambe opérée. Et nous allons donc renseigner la différence de déplacement à 134 newtons et la différence de pente. L'objectif est d'avoir une différence de déplacement à 134 newtons inférieure à 1. Dans le cas où la différence de déplacement à 134 newtons est comprise entre 1 et 3, nous nous attardons à la différence de pente. Et lorsque la différence de déplacement à 134 newtons est supérieure à 3, le ligament est considéré comme non fonctionnel. Vous voyez les résultats de cette courbe avec un bilan GNRB effectué à 6 mois post-opératoire d'une ligamentoplastie. Nous avons une différentielle de déplacement à 134 newtons à 2,2. Et donc, nous regardons le différentiel de déplacement, delta P2, qui est de 2,9. Le ligament est donc considéré comme fonctionnel. Sur cette deuxième courbe, vous voyez que les deux courbes sont juxtaposées. La différentielle à 134 newtons est inférieure à 1. Elle est de 0,3. Il n'y a donc pas de laxité résiduelle entre la jambe opérée et la jambe saine. Une fois les mesures de laxité réalisées, nous passons au bilan isocinétique. Tout d'abord, quelques réflexions au sujet de l'évaluation isocinétique. Tout d'abord, après la chirurgie, la faiblesse musculaire est majeure et constante. L'équilibre musculaire est un élément essentiel de la stabilité articulaire et il y a donc un risque de blessure non négligeable en cas de déséquilibre. La cinétique de récupération de la force musculaire est variable. Il faut donc individualiser la rééducation et il est donc important d'avoir des données objectives de mesure de la force. L'isocinétisme permet de mesurer une force maximum, d'établir les déficits et, comme je vous l'ai dit, individualiser la rééducation. Je vous rappelle, et c'est important, que l'isocinétisme n'est qu'un critère de retour au sport parmi d'autres.
En pratique, il est important de standardiser le bilan isocinétique. Il faut impérativement avoir la même méthodologie lors de chaque évaluation. Si la méthodologie n'est pas la même, nous ne pourrons pas comparer les résultats. Le patient est assis à 105 degrés d'extension du tronc. On aligne l'axe du dynamomètre avec l'axe articulaire. On pose un contre-appui au coup de pied. On sangle le tronc. On sangle la cuisse côté évalué. On pose un contre-appui côté opposé et le patient se maintient au poignet. La force est évaluée sur une amplitude articulaire de 90 degrés. Il ne faut pas oublier de corriger la gravité. La récupération entre les séries est de 60 secondes. Et pour ma part, j'effectue un échauffement sur la machine d'isocinétique avant d'effectuer le test. Vous voyez sur cette photo donc l'installation d'un patient, donc avec le sanglage, les mains sur les poignets, l'axe du dynamomètre qui est aligné avec l'axe articulaire, le contre-appui donc au niveau de la jambe à tester et un contre-appui contralatéral. À 6 mois post-opératoire, nous effectuons en général un test de croisier avec 3 répétitions à 60 degrés secondes en concentrique, puis 5 répétitions à 240 degrés secondes en concentrique, enfin 3 répétitions à 30 degrés secondes en excentrique sur les ischio-jambiers. Voici un exemple de bilan isocinétique avec une première courbe à vitesse lente 60 degrés secondes sur les extenseurs et sur les fléchisseurs. Une deuxième à vitesse rapide, 240 degrés secondes, toujours sur les fléchisseurs et les extenseurs. La dernière courbe s'intéresse surtout à la mesure de la force en excentrique des fléchisseurs à 30 degrés secondes. Donc, une fois le bilan isocinétique fait, il faut l'analyser. On analyse à la fois des paramètres qualitatifs et quantitatifs. Donc, on s'intéresse d'une part à l'aspect de la courbe d'isocinétique et d'autre part à des paramètres quantitatifs qui sont le pic de couple ou moment de force maximum exprimé en newton-mètre. Nous comparons la symétrie entre la jambe saine et la jambe opérée qui doit généralement être inférieure à 10%. Nous nous intéressons également au ratio concentrique ischio-jambier sur quadriceps, en général évalué à vitesse lente, qui doit être compris entre 0,6 et 0,7. Puis, nous calculons le ratio mixte de croisier entre la force des ischio-jambiers en excentrique à 30 degrés secondes et la force du quadriceps en concentrique à 240 degrés secondes. Et ce ratio doit en général être supérieur à 1. Concernant le déficit de force à 6 mois, en général, le déficit est corrélé à la technique chirurgicale. Les études ont montré qu'en général, le déficit était de 30% sur les extenseurs et 10% sur les fléchisseurs pour les techniques au tendon patellaire. Le déficit est de 17% sur les extenseurs et 15% sur les fléchisseurs pour les techniques au tendon ischio-jambier. L'intérêt du bilan isocinétique est aussi de guider, à partir de la mesure de la force musculaire, la reprise des activités. En général, on autorise une reprise de la course à pied au-delà de 60-70% de récupération de la force musculaire, une reprise des activités d'entraînement au-delà de 90% et une reprise des activités de compétition au-delà de 90%. En plus de s'assurer de la récupération de la force des fléchisseurs et des extenseurs au niveau du membre inférieur, il est important également de s'assurer
de la bonne stabilité du bassin. Une fois le bilan isocinétique effectué, nous passons à l'évaluation du contrôle musculaire et au test de saut. Plusieurs peuvent être réalisés, comme vous le voyez sur la diapositive, le single hop test, le triple hop test, le crossover hop test et le 6 meter timed hop test. En général, les sauts sont comparés entre la jambe saine et la jambe opérée. Pour avoir une évaluation intéressante, il est important de multiplier les tests. Et ces tests, en général, se corréler à des tests fonctionnels plus complets qui seront effectués dans un second temps sur le terrain. Enfin, et pour terminer, nous passions à une évaluation subjective de l'intervention. C'est le score ACL-RSI qui permet de connaître le ressenti du patient quant à son genou et à l'intervention. Le patient a en général une douzaine d'items sur lesquels il doit renseigner s'il se sent plus ou moins en confiance. Et en général, quand on obtient un score au-delà de 55 à 6 mois, on peut penser que le ressenti du patient est bon et donc que les choses devraient bien se passer pour la reprise du sport. En conclusion, il est important de noter que la prise en charge du patient ayant bénéficié d'une réparation du ligament croisé antérieur doit être adaptée à chaque cas. L'isocinétisme n'est qu'un outil de retour au sport et permet d'orienter la rééducation. Il est donc important de multiplier les tests fonctionnels, les tests cliniques pour valider la reprise. La reprise ne sera que progressive à partir de 6 mois et il faut compter en général 9 mois post-opératoire pour envisager la reprise de la compétition. Je vous remercie.